mettre déjà. C'est une pince, normalement. Il y a des gens plus doués que d'autres, d'accord? Je te boutonne. Vas-y. De toute façon, toi, on ne demande pas la permission, tout le monde doit te toucher tout le temps. C'est ça. Mais c'est mon Le corps, consentement, bordel. pourquoi faire? On est entre nous avec une, Ouais. avec C'est ça. une caméra. J'ai entre souvent nous deux. l'habitude. Ouais, c'est ça. Alors, salut Camille. Salut. Est-ce que tu veux bien... Soit toi, tu as envie de démarrer sur quelque chose, sinon, je veux bien que tu me racontes comment tu décrirais ce que tu as. J'ai eu plusieurs problèmes de santé depuis que je suis gamine, je pense, mais ça a été diagnostiqué sur le tard. Déjà, ça a évolué au fil des années. Et tout a été diagnostiqué avec beaucoup de retard. J'ai plusieurs choses, mais qui sont pas forcément pertinentes. J'ai une endométriose, mais qui est assez sévère parce que j'en ai dans les poumons. J'ai un syndrome des nerfs dans l'os. J'ai une gastroparésie. J'ai aussi un problème au niveau des intestins. J'ai des douleurs chroniques. Enfin, j'ai un peu pas mal de choses. Et j'ai un syndrome de stress post-traumatique aussi. Mais en fait, l'impact que ça a maintenant, surtout, c'est que j'ai énormément de douleurs chroniques très fortes, très différentes selon les endroits dans mon corps. J'ai une très forte fatigue et surtout je ne peux plus rien prendre par la bouche, donc je ne peux plus manger, très peu boire. Ce qui inclut de la nutrition artificielle, des voies détournées pour donner des médicaments, etc. Donc c'est plus que c'est un quotidien très impacté, quoi. On voit que tu as une poche, enfin un sac banane, Ouais. et c'est pas ton portefeuille qui est dedans. Non. Mais je pense que c'est même plus précieux. Ouais, c'est mes perfusions. Donc là, c'est mon... Bon, au-delà de c'est mon hydratation, puisque je peux pas boire, c'est mes antidouleurs qui sont dedans. Ok. Ouais. Donc du coup, je suis branchée 24/24 sur des antidouleurs en perfusion, puisque je peux pas prendre de comprimés, ou de gélules, ou autre. Du coup, je suis obligée d'avoir mes 12 antidouleurs en perfusion 24 heures sur 24. Et ça, tu as d'autres, parce que si on tourne la caméra, je peux montrer. Ouais. Hop, on a le porte-manteau de Camille qui est là, qui est du coup, tu peux nous expliquer? Le pied à perfusion, du coup, vu que je suis en nutrition artificielle, le sac à dos, c'est un sac à dos qui est fait pour mettre, je sais pas, c'est la nuit, mais à nutrition, mais en gros, je mets une grande poche dedans de nutrition artificielle qui est assez gros, et c'est fait pour mettre une pompe aussi médicale à l'intérieur. Ok. Et plus mes autres sacs, c'est pour mettre mes petites perfusions, voilà. Est-ce que ton corps, c'est un allié ou c'est un ennemi? Quelle relation tu as avec lui? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse et que ça dépend aussi vachement des moments. Je pense que quand je suis pliée en deux sur mon canapé parce que j'ai trop de douleur et que les seuls moments où je me redresse c'est pour vomir, c'est un peu un ennemi. Mais d'un autre côté, je me dis que voilà, être assise là avec tout ce qu'il a subi, toutes les chirurgies, les opérations, les choses qui auraient pu mal tourner, les hémorragies, les septicémies, les séjours en réanimation, en soins intensifs, et il est encore là, quoi, donc c'est aussi un peu un allié. Après, je sais que par contre, le regard que j'ai sur mon corps qui a pu être très difficile de par les changements de poids, puisque je peux pas manger, les cicatrices des chirurgies, etc. Par contre, appréciation physique, ça a beaucoup changé. Et pas dans le bon sens au début. Et je sais que moi, par contre, j'ai dû réapprendre à me réapproprier mon corps. Donc ça, c'est passé par la psychothérapie. Et ce qu'on trouve à soi-même, donc moi, ça a été le tatouage. Le fait de me faire des tatouages pour voir en fait des marques que moi, j'ai choisi de laisser, en fait, finalement, et que je trouvais jolies. Je pense que c'est ça qui m'a aidée, parce que j'ai une période où j'étais mode col roulé, pantalon large jusqu'en bas des chevilles, on voyait rien et tout, parce que trop de cicatrices et je voulais tout cacher. Et le fait d'avoir des tatouages, après, il est beau mon tatouage, donc ça me gêne pas de mettre un truc plus court pour qu'on voit mon tatouage. Je pense que c'est ça qui m'a Oui, permis mais après, aussi t'as de... les réflexions des gens qui disent que t'es pas handicapée parce que t'es trop jolie. Voilà. T'as le temps de te faire tatouer. Voilà, donc ça va finalement. T'as le temps de te maquiller. C'est ça. Bon, je parle de ça parce que tout à l'heure avec Camille, on parlait des réflexions des gens. Ouais. Et qu'il y a un homme ou une femme, je sais pas, quelqu'un qui t'a dit... que en passant à une caisse prioritaire avec ma carte handicapée, j'avais bien eu le courage de me maquiller ce matin, donc je ne pouvais pas être si handicapée que ça. Sachez que les handicapés sont tous en pantalon dégueulasse, les cheveux draps, troués. C'est ça, on peut pas être jolie, faire attention à soi quand on est handicapé.
D'ailleurs, même dans le prendre soin de soi, tu dis que tu étais extrêmement sportive. Dans le rapport au corps, tu fais quand même du sport pour ton corps, donc pour toi, du coup, pour évoluer le plus favorablement possible, Même si tu disais que c'est ni un plaisir quand tu le fais, ni un plaisir après. Non. Parce que du coup, c'est quelque chose les efforts, tu peux les payer, on va dire. On appelle ça payer, nous, dans... Oui, c'est ça. Parce que j'ai mal quand je le fais et je vais avoir un pic de douleur après. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel je ressens un bénéfice là immédiatement. Alors si j'ai un bénéfice psychologique parce que j'arrive à faire ça. Et que ça, le bénéfice psychologique est toujours beaucoup plus valorisant que j'arrive plus du tout à le faire. Mais par contre, je sais qu'à long terme, ça va m'aider à, en tout cas, garder une certaine mobilité, une certaine force. Je pense que je n'avais pas du tout fait de sport toutes ces dernières années où ça allait pas. Peut-être que je serais en fauteuil aujourd'hui, quoi. On voit pas la bête qui... ma kiné. Voilà. Bah tiens, on peut en parler de ta kiné, du coup. Toi, tu fais de la kiné. Ouais, avec une vraie kiné, 2 fois par semaine, depuis pas mal d'années maintenant. Et donc ta deuxième kiné qui est derrière. Ouais, qui est ma chienne et qui est aussi ma psychologue, ma coach de vie et voilà, à peu près tout. Elle en peut tellement plus qu'elle se repose. Ouais, c'est ça, je l'épuise. Ouais, qui me force à sortir, marcher tous les jours, à parler à des gens parce que un chien, quand vous avez un chien dans la rue, des gens viennent vous parler. Ma bonne coach de vie, mon force à me lever le matin aussi, au-delà des infirmiers, le côté psychologique où des fois t'as pas envie de sortir, de faire quelque chose, là t'es un peu obligé de le faire. Et puis un peu obligé de te maintenir parce que j'ai sa responsabilité mine de rien, même si pour certains c'est juste un chien. Moi c'est aussi une responsabilité envers elle, quoi. Donc une bonne coach de vie. Ça aide à se battre, ça, tu penses, quand on a des douleurs et des maladies, d'avoir des animaux, des enfants? Alors, je pense que c'est déjà très propre à chacun, parce que si on n'a pas envie d'avoir des animaux ou d'avoir des enfants, libre à chacun. Moi, par exemple, je pense qu'avoir des enfants, ce serait un calvaire. J'en veux pas. Voilà. Mais les chiens, j'en ai toujours eu, j'adore ça. Avant, quand je travaillais avec des animaux, donc c'est vraiment quelque chose, l'une des choses qui me passionne le plus, voilà. Donc oui, moi, avoir des chiens, ça a toujours été quelque chose qui me maintient. Parce que quand j'en peux plus, je me dis que si moi, demain, je suis plus là, ma chienne sera très malheureuse, en fait. Donc je suis obligée de me garder, ne serait-ce obligée d'essayer de prendre le plus soin possible, même si c'est pas toujours évident, de ma santé mentale, pour avoir envie de me battre, pour être encore avec elle demain. Les douleurs chroniques, c'est vraiment c'est chronique, c'est pas une blague. C'est dur de s'imaginer que des gens souffrent en permanence. On en a parlé du fait de la dépression, des tentatives de suicide. Moi, ça m'est arrivé d'écrire, j'ai écrit mon testament. Toi, tu dis que tu t'es posé aussi la question. Parce que c'est quelque chose, je pense, qui doit être un peu tabou. Quand c'est des chroniques et que c'est à long terme, c'est pas la question de là, maintenant, parce que là, maintenant, j'arrive à le gérer dans l'instant, mais de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre toute une vie comme ça? Et ça, c'est assez compliqué. De se dire, toute une vie comme ça, l'avenir, il est pas incroyable, quoi. Si, en tout cas, j'ai pas plus d'options thérapeutiques, mon avenir est pas incroyable. Donc, toute une vie comme ça, c'est long, franchement, c'est difficile. Et donc... c'est vrai que je pense que si j'avais pas eu de chien, je serais pas forcément là aujourd'hui, quoi. Ça m'a quand même aidé à me dire, de toute façon, j'ai mes chiens, donc faut y aller. Faut y aller, quoi. Faut que je me batte pour eux, et voilà, quoi. Est-ce que tu arrives à garder des liens avec l'extérieur? Ça a fait le tri, ça a clairement fait le tri dans mon entourage, ça, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, les amis que j'ai maintenant, ils sont beaucoup moins nombreux, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus précieux. C'est des amis qui ont vraiment conscience en fait de ce que je traverse, même si j'en parle pas forcément tout le temps, et qui sont là que j'aille bien ou que j'aille mal. Je sais qu'ils sont là, je sais que je peux compter sur eux, je sais que si je les appelle demain que j'ai un problème, ils vont être là pour moi. Donc oui, j'arrive à garder des amis. Maintenant, c'est effectivement c'est s'adapter, et c'est là où je pense que on voit vraiment l'amitié, c'est que moi, je peux te dire, ok, je viens passer le samedi prochain avec toi, mais en réalité, je sais pas dans quel état je serai samedi, donc je peux très bien me réveiller le matin et t'annuler à la dernière minute, ou même être chez toi et d'un coup te dire, en fait, je me sens pas bien, voilà, quoi. Donc c'est vrai que sur ça peut être assez compliqué. Il y a beaucoup de choses que je peux pas faire, je vais pas aller au restaurant,
Enfin, ça n'a pas de sens. Je peux sortir prendre un verre, voilà, même si je finis pas mon verre, bon voilà, ça passe, mais donc oui, c'est vrai que ça met un... Puis passer beaucoup de temps à l'hôpital, voilà, puis ce que je raconte n'est pas forcément toujours joyeux non plus, quoi, enfin... Voilà, enfin, moi je vais pas aller voyager à l'autre bout du monde, j'ai pas eu de promotion au travail, voilà, la vie n'est absolument pas la même. Mais oui, j'ai réussi à garder quelques amis. Mais par contre, ça a quand même été... je mentirais si je dis pas que ça n'a pas été douloureux de voir les autres partir au fil du temps, quoi. Même si je peux comprendre, hein. Il n'y a pas eu de coupure brutale avec personne, quoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, on voit plus les gens. Oui, parce que d'ailleurs, du coup, c'est vrai que tu parlais de manger. Alors moi, je me suis dit, putain, mais elle mange pas. J'arrive à manger un peu, je vais être très malade après. Je vais clairement, franchement, je vais aller vomir après. Ça va pas du tout passer puisque j'ai une paralysie de l'estomac, voilà. Mais ça m'arrive avec un pote qui travaille littéralement juste à côté de chez moi, de sortir le midi, manger un petit truc, quelques bouchées, et puis après, je sais que je vais être malade. Mais bon, voilà, quoi, bon, voilà, qu'il est juste à côté, il le sait, je suis juste à côté de chez moi. Enfin, c'est pas... Ça, je peux le gérer à peu près comme ça, mais aussi, ça m'arrive d'aller chez des amis le soir où, eux, ils se font à manger, moi, je mange pas, ils me proposent, ou alors, j'ai mangé un tout petit truc, genre ou une glace fusée ou une sucette, parce que c'est le seul truc que j'arrive à manger. Voilà, quoi, et eux, ils mangent à côté de moi, et enfin, tout le monde s'en fout, quoi, parce que pour moi, c'est ok, pour eux, c'est ok, enfin, eux ont pas de gêne par rapport à ça, ont compris le truc, voilà, quoi. Et ça, enfin, c'est la relation idéale, en fait, tu m'invites chez toi le soir et tu te prives pas de manger pour moi, parce que je veux pas non plus que les gens se privent pour moi. Enfin, je m'en fous, c'est pas parce que moi je mange pas que toi tu dois pas manger. Moi, tu m'as dit justement, quand je suis arrivée, j'avais mon train à 11h, et puis je dis, Puis je dis, ah bah non, bah toi, tu manges pas. J'étais pas sûre, parce qu'on se connaissait pas plus que ça, et puis tu me dis, ah, mais tu peux venir manger à la maison, et j'ai pas osé. Ouais, mais tu vois, mon ami, de temps en temps, il vient, il se reprend un truc à la boulangerie ou un truc comme ça, et il mange ici, et moi je mange pas, et j'ai une autre amie, la dernière fois, elle avait une formation à côté de chez moi, donc elle s'est pris des trucs à emporter, acheter un traiteur, elle vient manger ici le midi. Enfin, moi, ça me fait plaisir, c'est pas grave, j'ai pas de soucis avec ça. Et ça me gêne pas quand les gens m'invitent chez eux, voilà, quoi. Je trouve que c'est plus compliqué quand il y a des personnes que tu connais pas, tu vois. Enfin, si c'est un repas. Si c'est genre apéro dînatoire, bon, tu peux esquiver le truc, personne va s'en rendre compte. Si c'est un gros repas et que tout le monde a une assiette et pas toi et qu'il y a la moitié que tu connais pas et que pourquoi tu manges pas et tout, là c'est plus compliqué, ouais, franchement c'est... Donc ça je vais peut-être l'éviter ou venir après le repas ou plus tôt, tu vois, et partir plus tôt. Tu peux sortir, voir tes amis, ça c'est un truc que tu sais encore faire. J'arrive à le faire à condition de bien calculer les choses. Voilà. Si c'est un gros pic de symptômes, genre nausée, douleur à ce moment-là, évidemment, je ne vais pas y aller. Mais par contre, je sais que si je sors un soir pour aller avec des amis, la journée, je fais rien pour être sûre de ne pas trop me fatiguer, de ne pas avoir trop de pics de douleur, rien du tout. Donc voilà. La veille, je vais essayer de faire le strict minimum, pareil, puisque, pour ne pas répercuter des douleurs ou de la fatigue de choses que j'aurais fait la veille. Et je sais que le lendemain, je ne dois rien prévoir non plus, parce que... je sais que je vais sûrement être très fatiguée, avoir très mal partout. Donc voilà, j'y arrive, mais c'est pas comme avant où je sortais un peu n'importe quand et même j'allais travailler après. Enfin voilà, quoi, c'est une organisation. Je sais que faut que je fasse rien avant et que je prévois rien derrière, quoi. Il y a un prix à payer en fait. La sortie est devenue. Je parlais de ça avec mon copain et une fois, genre. Je lui dis, moi, tout est mesuré, quoi. Tu vois, c'est pas genre, oh tiens, je vais à un concert. Moi, je vois ça un peu comme un compte en banque avec de l'argent, quoi. Enfin, c'est genre tout à un coup. Tout à un coup. Tout ce que je vais faire à un coup. Donc tout doit être calculé pour pas dépasser le budget, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Excellent. J'adore. Voilà. Donc je sais que si je veux faire quelque chose, et faut que je fasse attention à tous les à côté. C'est quoi qui est visible chez toi en termes de maladie ou de handicap? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je pense que quand on me voit, y a le fait d'avoir un cathéter, il y a la perfusion, je marche avec une canne. Si je mets au cours, on peut voir que j'ai des cicatrices, voilà, donc on se doute qu'il y a quelque chose. Mais je pense que les gens, même avec tout ça, je réponds pas. Alors si c'est un mode où ça va pas, où j'ai une sale tête, j'ai les cheveux gras, je suis mal habillée parce que j'ai trop mal, ou que je viens de passer 3 heures à vomir, bon là on va se dire oui, oh là là, elle a l'air malade, mais en fait dans les 3/4 du temps j'arrive un peu à donner le change. En tout cas quand je me montre aux gens, c'est ce qui est très différent de quand je suis toute seule chez moi. Et du coup pour les gens je rentre pas dans leur case de critères, c'est-à-dire que même avec moi par exemple des fois je vais prendre le métro ou les transports, j'ai mon sac à perfusion comme ça là avec plein de tubes qui ressortent, on voit le cathéter, on voit que j'ai une canne.
j'ai une carte handicapée, et les gens continuent de me dire « Mais vous n'avez pas l'air handicapée, madame ?» Alors que j'ai un cathéter, j'ai une canne, j'ai une carte handicapée, il y a quand même des choses, tu vois, qui pourraient t'indiquer que potentiellement je suis vraiment malade et handicapée. C'est même pas un handicap invisible, quoi. Enfin, c'est ça le pire, c'est que souvent j'entends le handicap invisible, c'est une double peine. Et je le conçois totalement, puisque 80% des handicaps sont invisibles et que ça, les 3/4 des gens ne le savent pas. Donc je conçois ça, mais moi en fait mon handicap il est visible et j'ai le droit exactement à la même chose. Mais parce que je donne le change, ou que des fois je suis coiffée, ou que des fois je suis maquillée, ou que des fois je suis bien habillée, ou je suis trop jeune, quoi, j'ai que 35 ans, je suis debout, et donc du coup pour eux, je réponds pas aux critères en fait de ce que c'est la maladie et le handicap, quoi. Et je pense que c'est ça qui est très... je pense que je pourrais avoir n'importe quoi, si j'arrive, genre là j'ai fait un effort aujourd'hui, je me suis un peu maquillée et tout, je pense que si j'arrive avec cette tête-là, pour les gens, de toute façon, je serais pas handicapée, quoi. Enfin, pour beaucoup de gens... Enfin, pas suffisamment pour justifier le fait de ne pas travailler, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, quoi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très complexe. Je raconte souvent que quand j'ai été contrôlée par la sécurité sociale, quand j'étais en arrêt après l'accident de voiture que j'ai eu, ça faisait 3 mois que j'étais en arrêt, donc je me fais contrôler. Et je me souviens, c'était en avril, et je me dis, il faut que je m'habille printemps dépressif. C'est-à-dire que je voulais avoir l'air de suffisamment être combative. Parce que sinon, ils vont se dire, si tu vas elle veut pas, c'est une question de volonté. Et en même temps, si je suis trop bien, ils vont se dire que j'ai rien. Et du coup, j'ai essayé de trouver un entre-deux. Ça rend fou, en fait, de faire ce... Moi, je fais ça quand je vois des nouveaux médecins. J'essaie de trouver la bonne tenue. Et on parlait aussi en plus de ça, donc il y a ça déjà, le fait de rentrer dans les critères ou pas de la représentation de la personne malade ou handicapée. Il y a aussi, est-ce que c'est reconnu, est-ce qu'on a une attestation de maladie que les gens connaissent aussi. Et on parlait tout à l'heure de quand on sort, c'est rare. Et du coup, on y va avec le sourire parce que c'est pas on donne tout, mais presque. Ça va être peut-être ma seule sortie de la semaine, et donc, je suis contente de sortir, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien, j'ai pris plus d'antidouleurs, j'ai rien fait pendant 48 heures avant pour pas trop me fatiguer. Enfin voilà, quoi, tout est... et du coup, t'as envie de dire bonjour, c'est là que t'as envie... Et que t'as envie d'essayer de pas penser à ta douleur, donc tu mets tout de côté, tu prends sur toi et tout, voilà, et du coup, là, t'as pas l'air malade, quoi. Et aujourd'hui, du coup, ta vie, elle est rythmée comment avec ça? Est-ce que tu travailles? Non, j'ai arrêté de travailler. Je pouvais plus travailler de par... Au départ, de toute façon, quand j'ai arrêté de travailler, c'était ne serait-ce que les douleurs, la fatigue et les troubles cognitifs. Et le fait aussi d'avoir beaucoup d'arrêts maladie, ce qui est très mal vu dans le monde du travail. Et en plus, maintenant, j'ai... effectivement, il y a les perfusions et les soins infirmiers. Du coup, j'ai quasiment 1 heure de soins infirmiers matin et soir. Donc, qui impacte quand même beaucoup le quotidien. Déjà parce que tu n'es pas libre de tes horaires. En plus, ça prend du temps, il faut que ce soit fait dans certaines conditions, stérile, propreté, machin. Donc oui, forcément, ça rythme un peu à la vie, quoi. C'est vrai que dans la contrainte, même là, quand je t'ai appelé pour qu'on se voit, tu me disais vers 16h, moi j'ai 1 heure de soins infirmiers. Et il y a un truc aussi que j'avais relevé, dont tu avais parlé, c'était que même si tu travailles pas... tu dois te lever tous les matins pour ton infirmier, et puis qu'en plus il vient dans ton intimité, parce qu'il arrive vraiment dans ta chambre, t'as un œil ouvert et... c'est très particulier au début, mon infirmier, je me lève à 6h tous les matins, parce que moi, ma nutrition, elle se finit vers 6h le matin, donc j'ai la pompe qui sonne, donc mon réveil, c'est la pompe de les perfusions. Tous les matins. Et puis, un quart d'heure ou une demi-heure après, j'ai un de mes infirmiers, qui sont 2 du coup, qui se relaient. Et j'ai un de mes infirmiers qui arrive une demi-heure après pour tout débrancher et repréparer les antidouleurs de la journée, l'hydratation de la journée, et rebrancher le reste. Donc ça fait quand même quelqu'un, maintenant ça va, parce que je les connais très bien et que on est très proches, ils sont super et tout. Donc c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai qu'au début, avoir quelqu'un déjà un inconnu qui vient chez soi, c'est toujours particulier. Un inconnu qui débarque chez vous à 6h, une demi-heure après votre réveil, quand vous êtes encore en pyjama, c'est vrai que c'est un peu... c'est très intrusif dans son quotidien, quoi. Je pense que... D'où l'intérêt d'avoir des infirmiers avec qui on s'entend très bien. Tu disais du coup aussi que un autre soin qui pouvait t'apporter, là tu me racontais que c'était délicat à l'hôpital pour continuer ton diagnostic, parce que finalement là t'es pas stabilisé, on va dire, dans tes soucis de santé. Et que l'hôpital t'a été plus ou moins bien reçu. Et là, quand c'est moins bien, c'est les infirmiers à qui tu peux parler aussi. Infirmiers font un peu psy en même temps.
du coup, vu qu'on se voit tous les jours, 2 fois par jour. Donc, bah oui, c'est avec eux que je débriefe, que je peux parler vraiment de ce qui va pas d'un point de vue médical ou de ce qui se passe mal à l'hôpital. Et puis, ça me permet de vider mon sac, mais surtout, quand moi je doute, que eux remettent dans le contexte que non, en fait, c'était pas ok ce qui s'est passé et que c'était pas de ma faute. Et ça permet aussi d'avoir l'idée de retenter autre chose après ou de revoir un de nos médecins. Ou, voilà. Parce qu'on pourrait, sinon, je pense que je laisserais vite tomber. Même si tes problèmes de santé sont reconnus, tu ressens une part, il y a une part en fait des médecins qui veulent mettre ça de côté ou qui mettent ça sur le côté de l'anxiété ou de ta tête. Ou qui minimisent en tout cas, ouais. Quand, mes maladies sont reconnues, mes maladies s'aggravent, et donc potentiellement il y aura une autre maladie. Mais certains médecins n'ont juste pas envie de chercher plus loin, je pense. Et oui, du coup, on se demande si on est légitime, si c'est vraiment de l'anxiété, si peut-être que j'exagère, ou ouais, peut-être qu'il faut que je laisse tomber et que c'est juste comme ça et tout. Et finalement, le fait d'avoir des infirmiers qui te disent bah non, c'est pas ok, et nous on va le marquer dans les comptes rendus, parce qu'eux aussi font des comptes rendus du coup, que ça va pas et tout, ça me permet de me dire que oui, bon, ok, c'est pas forcément moi le problème et c'est pas forcément ce médecin spécifiquement qui a raison, quoi. Toi, t'as quel rapport avec les soignants, les médecins, on va dire? T'as parlé des infirmiers. Les médecins, très très compliqués. Moi, on va dire, franchement, j'ai un syndrome de stress post-traumatique lié en fait à des choses que j'ai vécues avec les médecins, qui ont été accumulées, très traumatisantes. Moi, non, les médecins, c'est très compliqué. J'en ai besoin, puisque j'en ai besoin. J'adorerais que ça se passe bien. Le fait est que ça se passe pas bien. Bon, déjà, moi, ma confiance, elle a été rudement mise à l'épreuve, puisque toutes mes maladies ont été diagnostiquées avec énormément d'années de retard, parce que tout était dans ma tête, tout était psychologique. L'endométriose, on n'en parle pas, hein, vous êtes juste un peu mal au ventre, voilà. Donc j'ai eu le premier symptôme à 11 ans, je suis le diagnostic, je crois, à 25 ans, quelque chose comme ça. Et même une fois que j'ai eu le diagnostic, quand je disais que j'étais sûre que j'avais de l'endométriose au diaphragme ou quelque chose comme ça, ou autour des poumons, parce que j'arrêtais pas de faire des pneumothorax et des épanchements, on me disait que c'était pas possible. Et même ça encore, il a fallu que je finisse par tomber sur le bon médecin en réanimation après un énième épanchement pour avoir le diagnostic. Donc déjà, la confiance, elle a été biaisée. La gastroparésie, moi, m'a répondu toute ma vie que j'étais anorexique. À chaque fois que j'allais voir un médecin, c'est vous êtes anorexique, vous êtes anorexique, vous êtes anorexique. Donc oui, déjà, la confiance était pas top parce que en fait, ils m'ont laissé comme ça, quoi. J'aurais pu m'épargner des années et des années de souffrance et même d'incompréhension de mon entourage, mine de rien, s'ils m'avaient cru et s'ils avaient été un peu à l'écoute. Je suis tombée aussi sur des bons médecins, mais c'est pas la majorité, et je me rends compte que même maintenant avec les diagnostics, parce que je pensais que ça allait tout changer et que tout allait être extrêmement facile une fois les diagnostics posés, eh bien, pas du tout, quoi. Tout est toujours remis en cause, tous les symptômes, l'intensité des symptômes est remis en cause, la douleur est remis en cause, ça doit pas faire si mal que ça, machin, et donc ouais, c'est très compliqué. Ou des médecins qui ont vraiment... mon cas est trop compliqué, quoi, et il y en a où c'est très difficile, mais à la limite, c'est les plus honnêtes, c'est les gens qui n'ont même pas encore vu, qui refusent mon dossier en disant « trop compliqué ». Voilà, c'est pas juste, parce que t'es là pour soigner les gens, mais t'as l'honnêteté de pas me faire perdre mon temps ou de pas me culpabiliser derrière. C'est une maladie directe, c'est trop compliqué, je veux pas de ton dossier. Moi, j'étais confrontée pour ça, pour trouver un bon médecin de la douleur, puisque tous les centres de la douleur publics ont tous refusé mon dossier. Voilà. Le centre de la douleur où j'ai été, j'ai voulu changer de médecin parce que ça se passait pas bien, donc ça s'est passé encore plus mal avec le nouveau qui ne voulait pas contrarier son collègue que j'avais déjà vu, et qui donc m'a dirigée vers un hôpital psy, voilà, qui eux m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi, parce que mon dossier était trop compliqué aussi, parce que c'est ça le pire, c'est que j'y suis allée et mon dossier était trop compliqué aussi pour eux, donc c'était parfait. Et quand j'ai voulu trouver d'autres médecins de la douleur, et en fait je me suis rendu compte que tous les centres publics d'Île-de-France ont tous refusé mon dossier au titre que c'est trop compliqué, ou ils me voyaient une fois en consultation et c'est trop compliqué. Donc là j'étais un peu démunie, et j'en ai trouvé un finalement qui est très bien, dans le privé. Mais oui, mais en fait, le pire, c'est les médecins, c'est là où je voulais en venir, c'est les médecins qui vous reçoivent et qui vous font culpabiliser, qui vous reçoivent mal, qui sont agressifs, qui des fois ne connaissent même pas votre pathologie, mais c'est eux qui savent parce que c'est eux le médecin et toi, tu n'es pas médecin, donc voilà. Et donc oui, ça c'est... Pour moi, c'est le plus difficile à vivre, en tout cas. En tout cas, c'est vraiment un truc très anxiogène, quoi. Il n'y a pas de médiation qui existe entre des patients et des médecins?
Bah non, tu peux demander, moi je l'ai déjà fait, à parler au cadre du service, qui finalement est du côté des médecins. Voilà. Donc ça fait juste que tu te retrouves face à plus de personnes contre toi, donc quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Mais non, il n'y a pas de... moi j'ai pas mal de choses, pour avoir des médecins avec qui ça passait pas, ou voilà, et pour des choses plus ou moins graves, et le fait est que tout est toujours du côté des médecins, quoi. Donc, oui, aujourd'hui, tu sais que tu as trouvé un médecin... Ouais. Qui peut te dire que oui, tu as mal et non, ce n'est pas normal. Et parce qu'aujourd'hui, tu es toujours en train de chercher. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, on pense que j'ai une autre maladie qui compliquerait un peu tout ce que j'ai déjà, les choses, puisque mon état de santé fait que se dégrader très progressivement. Mais j'ai quand même des médecins qui pensent que c'est toujours psychologique, quoi. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Moi, depuis que j'ai 11 ans, en fait, tout est toujours psychologique, hein. Les douleurs au ventre, c'était psychologique, la gastroparésie, c'était psychologique, tout a toujours été psychologique, quoi. Et même devant des trucs avérés, je veux dire, quand vous avez vos poumons qui se remplissent de liquide, c'est difficile à nier, mais non, c'est toujours un peu psychologique, quoi. Et du point de vue psychologique, du coup, est-ce que tu es déjà allé voir un psychologue pour lui demander ce qu'ils en pensaient? Ah bah ouais, parce qu'en fait, mais avant d'avoir même les diagnostics de tout ça, donc j'avais les fortes douleurs d'endométriose, je savais pas que c'était l'endométriose, et j'avais beaucoup de mal à m'alimenter, je vomissais beaucoup. C'était la gastroparésie, je savais pas encore que c'était la gastroparésie, et tous les médecins que j'allais voir me disaient c'est psychologique, c'est psychologique, c'est psychologique. Et au bout d'un moment, en fait, je trouvais pas d'aide, et j'ai fini par me dire, quoi qu'il en soit, c'est vraiment les douleurs qui m'ont décidé en me disant, moi, j'y croyais pas trop, mais je me disais, si c'est psychologique, en tout cas, faut que ça s'arrête, quoi, parce que les douleurs, ça, c'est pas possible, quoi. J'ai trop mal, faut que je trouve une solution. Et du coup, je suis allée voir un psy, et je lui ai tout expliqué, et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai ça. Je suis allée voir 50 médecins, ils m'ont tous dit que c'était psychologique, donc je sais pas. Mais en tout cas, si c'est psychologique, faut que vous m'aidiez, parce que moi, je peux pas rester comme ça, en fait, hein. Donc, ok, je suis prête à tout tenter, quoi. Allez-y, analysez-moi, donnez-moi tous les antidépresseurs du monde, peu importe, faites quelque chose et tout. Et puis lui, en fait, à la fin de sa consultation, ce qui arrivait, c'est, en fait, le problème, c'est pas vous, c'est les médecins, quoi, et c'est pas psychologique. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Et par contre, j'ai continué un accompagnement psychologique, plus pour gérer, c'est horrible, mais au-delà de l'aspect de tout ce qui est impacté dans votre vie par la maladie, mais c'était l'aspect psychologique. Moi, c'est mon plus gros travail psychologique, c'était gérer les traumatismes laissés par les médecins, en fait, ou par les erreurs médicales. Ça a été... et aujourd'hui, c'est mon plus gros travail psychologique, c'est ça, quoi. C'est de gérer tous les traumatismes, réussir à revenir à l'hôpital, quoi. Réussir à revoir un médecin, quoi. Ça, c'était les choses les plus compliquées, quoi. Et ça, je pense que ça va être maintenant le chemin de toute une vie, quoi. À ce jour, je sais que ça pourra jamais être derrière moi, quoi. Je peux le gérer au mieux, mais maintenant, s'il me faut un accompagnement psy, c'est essentiellement lié à ça, oui. Si on dit que tu vas être hospitalisée... Il y a une période où c'est très très compliqué, quand mon syndrome de stress post-traumatique s'est déclenché pendant une hospitalisation. Là, j'étais à l'hôpital, j'avais pas le choix, mais en fait, quand derrière, j'ai dû être réhospitalisée dans un nouvel hôpital, pour la gastroparésie, je n'arrivais pas à y aller. Je n'y arrivais pas. Juste la secrétaire m'appelait, ça me déclenchait des crises d'angoisse pas possible, au point que quand la secrétaire essayait de m'appeler pour programmer l'hospitalisation, j'avais tellement peur que je cachais mon téléphone dans une autre pièce, quoi. Genre, je ne pouvais pas voir juste mon téléphone, parce que ça voulait dire secrétaire, ça voulait dire hôpital, et ça voulait dire je vais y aller, et je ne pouvais pas, j'étais incapable de le gérer. Je pouvais voir que les médecins que je connaissais déjà et avant qui j'avais confiance, c'est-à-dire pas beaucoup. Et ça a été vraiment très compliqué. Donc ça a été un gros travail. Donc je fais de l'EMDR, psychiatre, psychologue, voilà. Et j'ai fini par réussir à y retourner, à condition en étant très mal en y allant, hein, clairement, en mode grosse crise d'angoisse, en étant vraiment très démunie face à ça. Donc je suis pas allée sereine, mais j'ai réussi à y aller, bourrée de médicaments, j'ai réussi à y aller. Et maintenant, ça dépend des endroits où je vais, ça dépend des jours, ça dépend de comment se sont passés mes rendez-vous avant. C'est ce qu'on disait, la semaine prochaine, la semaine dernière, j'ai eu 2 rendez-vous, 2 jours de suite. Le premier, j'allais à un hôpital où tout s'est toujours mal passé, mais où j'ai pas le choix d'aller dans cet hôpital-là. Ça s'est très mal passé, évidemment. Et le lendemain, je devais aller voir un médecin en qui j'ai confiance, dans une clinique où ça se passe bien. Et j'avais extrêmement peur d'y aller parce que j'étais tellement angoissée par ce qui s'était passé la veille. Et voilà, donc tout est une question de timing, de contexte. Si tu voulais améliorer ta vie, mais en gardant ce contexte de santé précaire, justement, on parlait des médecins, de quoi tu pourrais avoir besoin pour pas trop mal vivre les choses, quoi. Ah, moi, ce serait
des médecins au minimum gentils, quoi. Enfin, même s'ils trouvent pas de solution, non mais c'est vrai, qui écoutent, qui soient gentils. Je te demande pas de m'offrir des fleurs, hein, mais j'insiste, pas agressif, pas jugeant, pas humiliant, pas donneur de leçons, pas qui minimise ce que je vis, ou pas qui mettent carrément ma vie en danger, parce que moi j'ai aussi des erreurs médicales qui ont vraiment failli me coûter la vie. Et ça vient de là, tu vois, les traumatismes. Et moi, au jour d'aujourd'hui, ce qui pourrait vraiment me changer la vie, c'est de ne plus avoir peur de voir des médecins, quoi. Voilà. C'est d'avoir l'espoir que déjà, ils cherchent ce qui ne va pas, ou ils cherchent à améliorer les choses, qu'ils cherchent pas qu'ils trouvent une solution, hein, je ne demande pas à ce qu'on trouve une solution, je sais bien que personne n'a de baguette magique, mais qu'on cherche à trouver une solution, qu'on cherche à trouver ce qui ne va pas, qu'on ne mette pas ma parole en doute, et surtout que je n'ai pas peur d'y aller, quoi. Et aujourd'hui, vu que j'ai encore des médecins où ça se passe mal, ou voir des nouveaux médecins des fois, où quand tu vas voir un nouveau médecin, c'est la loterie, tu sais pas comment il va être. Voilà, moi c'est ça ma peur aujourd'hui, c'est que aujourd'hui j'ai peur d'aller chez le médecin et c'est un truc que j'ai retrouvé, du coup mon compte Instagram sert vraiment à militer, à faire connaître la vie des personnes avec des maladies chroniques, des handicaps, voilà. Et moi en fait ce que je repère aujourd'hui c'est que 100% en tout cas des personnes avec qui j'ai parlé qui ont des maladies chroniques ou handicaps et qui vont des parcours médicaux très longs, j'en connais pas un seul qui n'a pas vécu de traumatisme avec un médecin. J'en connais pas un seul qui va l'esprit tranquille en disant « je vais être bien soigné, je vais être bien pris en charge » ou au moins il va être gentil. Moi, 100% des personnes avec qui je parle, et il y a quand même plusieurs milliers de personnes sur mon compte, 100% des personnes avec qui je parle, ils ont tous peur d'aller à l'hôpital et de voir leur médecin, quoi. Et je trouve que c'est quand même assez parlant de ce qui va pas, quoi. Et je dis bien des médecins parce que, alors tous les médecins ne sont pas des monstres, il y en a quelques-uns de bien, mais franchement, je suis désolée, pas tous. Tous les infirmiers sont pas en or, il y en a quand même quelques-uns de mauvais. Mais moi, je vois pour les gens qui travaillent dans les mêmes conditions de travail, je n'ai quasiment aucun problème avec des infirmiers, même si j'en ai eu. Par contre, j'ai eu quasiment plein de problèmes avec 90% des médecins que j'ai vus, quoi. Donc je trouve qu'il y a quand même un truc à remettre en compte sur vraiment le parcours de médecin, quoi. Et le pire, c'est que les médecins gentils avec qui je parle, voilà, en fait, ils sont d'accord avec moi. Et là, je me dis, en fait, voilà, pour qu'il y ait des médecins qui valident, en fait, le fait que aujourd'hui les médecins sont maltraitants avec leurs patients, je me dis que, voilà, quoi, il y a quand même un fait qu'il faut arrêter de nier à tout prix parce que c'est sain, quoi. Les médecins, faut pas toucher aux médecins, ils sont médecins, ils soignent, ils ont votre vie entre les mains, les médecins sont incroyables, les MH sont géniaux, ils sont mal payés, ils ont des mauvaises conditions de travail. Tout ça, c'est vrai, ça les rend pas forcément bienveillants et pas maltraitants, en tout cas. Oui, et puis ils sont pas intouchables, en plus on peut remettre en question quand même. Toi, tu penses que du coup, ça viendrait plus des études où tu vas te dire oh non, les médecins c'est parce que moi je pense qu'il y a un tout parce que les médecins bien que je vois ils ont fait les mêmes études jusqu'à preuve du contraire, donc je pense que déjà il y a une question de mentalité, il y a une question que je pense vraiment c'est un tout, mais déjà je trouve que c'est un système, et pour avoir discuté avec certains médecins qui pour le coup n'étaient pas mes médecins dans des cadres sociaux chez des amis ou quoi que ce soit, moi il y a des choses qui m'ont marqué. C'est le système très corporate. Et quand j'en parle par exemple avec mes infirmiers qui ont bossé longtemps à l'hôpital et tout, c'est ça, c'est qu'il y a un côté qui est hyper dangereux, je trouve, et c'est marrant parce que c'est souvent ce qu'on reproche au système de la police. C'est-à-dire qu'il y a un fruit pourri, mais vu que tous ceux à côté ne vont rien dire et vont valider parce que faut pas froisser le collègue, faut pas toucher au collègue, on va le défendre parce que voilà, c'est très corporate et tout, et ça fait que ça rend un système pourri en fait. Le fait de pas se toucher, de pas se dénoncer, de pas dire ce qui va pas, de pas contredire, de pas remettre en question sous prétexte que il est aussi médecin et qu'on bosse dans le même truc, et en fait le système, il peut pas être fiable le système, on peut pas avoir confiance dans ce système parce qu'en fait ça veut dire que les pourris seront toujours là, les pourris seront toujours intouchables, les pourris vont être protégés, on ne va pas les contredire. Moi j'ai pas confiance dans un système qui est comme ça. Et oui, ça je pense que c'est un vrai problème, quoi. Enfin on peut pas faire une bonne médecine dans ces conditions-là. Et pour terminer, j'aimerais bien connaître tes ressources. Enfin, qu'est-ce qui te fait du bien? Où est-ce que tu trouves, toi, de la force je pense que c'est au fil du temps, déjà, j'ai appris à me connaître et à gérer les choses à peu près au mieux. Il y a ma chienne, évidemment, première ressource, plus, super importante. Le fait de même si je sais que chaque jour est différent hein, avec les maladies chroniques, les faits d'essayer de garder des trucs un peu
Enfin voilà quoi, je sais que j'essaie de continuer de faire du sport, je continue de marcher tous les jours dehors, puis j'ai un chien. Voilà. J'essaie même quand j'ai la flemme, si mes amis me proposent de faire un truc, même si j'ai pas envie, parce que je suis vite fatiguée, j'ai vite envie en fait de rester chez moi. À partir du moment où j'ai pas d'excuse pour pas le faire, dans le sens où j'ai pas de grosses douleurs, j'ai pas eu 50 rendez-vous avant, je suis pas gros fatiguée, enfin tu vois, je peux prévoir vraiment ma sortie et tout. Je me dis que je vais quand même le faire et en fait finalement je suis contente quand je le fais quoi. Bien, quand même de voir alors des que gens. Au départ j'ai pas envie quoi. Donc finalement je suis contente quand je le fais. Et ouais, c'est le fait de me garder un peu cette discipline là, de me dire ouais, j'essaie de garder mes petits trucs qui me font du bien, même si je dois un peu me forcer sur le coup à les faire. La lecture aussi t'aimes, parce que j'ai vu des fois que tu bouquinais pas mal. Ouais, la lecture, bouquiner beaucoup, ouais, c'est vrai. Et aussi, mine de rien, les réseaux sociaux, quoi. Enfin, moi, je sais que le lien entre les patients, en fait, je trouve qu'entre patients, même si on n'a pas du tout les mêmes maladies, enfin, il y a un vrai soutien. Déjà, il y a un vrai soutien parce qu'il peut y avoir des liens plus ou moins forts qui se créent. Moi, je sais que par les réseaux sociaux, il y a des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'est vraiment des amis. Voilà, le fait de se rendre compte que t'es pas tout seul. Mais ça fait une communauté, on a une appartenance. Ouais, non, mais puis t'es pas tout seul dans le sens où tu pourrais douter, tu vois, c'est ce que je disais, genre, je pourrais douter de est-ce que j'en rajoute ou pas, est-ce que c'est normal ou pas, et est-ce que si un médecin fait ça, est-ce que c'est normal ou pas, est-ce qu'il a le droit ou pas. Je trouve qu'il y a une vraie ressource, ne serait-ce que dans tes droits en tant que patient, dans ce que tu peux demander ou pas, dans ce qui est OK pour toi au niveau des soins, mais même au niveau de ta famille. Est-ce que c'est normal si je laisse ma famille faire ça Voilà, tu vois, je pense qu'il y a vraiment un tout, enfin une entraide que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, que tu peux pas forcément trouver ailleurs, sauf s'il y a un endroit rempli de malades que je ne connais pas, voilà, où tu peux les rencontrer, tu vois, mais je trouve qu'il y a vraiment une ressource qui est hyper aidante, quoi. Super, merci Camille. De rien. Et dans l'idée de... Moi j'ai fait un truc hyper malin, j'ai ramené une plante et du coup très jolie. Je voulais ramener des fleurs et je trouvais ça trop beau, les physalis. En plus, je sais très bien que ça se mange, mais j'ai complètement oublié. Et le gars, quand il emballe, je lui demande comment ça s'arrose, tout ça. Il me dit ah, mais de toute façon, c'est de la famille des tomates et tout. Et je me dis merde. Non, c'est pas grave, j'accepte. Mais ça reste très beau. Exactement. Et merci beaucoup Camille. Et merci puis à toi. bonne suite. Et puis nous, on continue de se parler hors des micros. Merci pour cette chaîne et puis merci de m'avoir fait confiance. De rien, merci à toi. Et ça, c'est quotidien. Ouais, ça c'est pour tout ça c'est pour la nuit. En fait, c'est 12h, mes branchements. Et celui-là, ce sera celui de demain matin. Mais c'est pour pas avoir à le chercher. Et ouais, là, c'est donc la poche de nutrition. Pour les calories, ça c'est mon hydratation avec quelques vitamines, mais qui sert aussi pour mettre mes antidouleurs, mes antinauséeux et tout. Ça, c'est ce qui se raccroche à mon cathéter. Ça, c'est la tubulure pour ça. Ça, c'est la poche comme celle qu'il y a là. Ouais. Ça, c'est une petite poche pour l'antinauséeux, qui va se brancher aussi dessus. Il y a 3 perfusions du coup la nuit. Ça, c'est l'antinauséeux. Ça, c'est le set avec tout ce qui est stérile, les gants, les machins, les trucs. Là, c'est des seringues pour les médicaments. Ça, c'est les antidouleurs. Il me manque un truc là. Ah, il y en a partout. Ça, c'est l'antiseptique du cathéter. Enfin, on a un antiseptique pour nettoyer les cathéters en gros. Voilà. Ça, c'est l'antinauséeux. Et là, il y a les vitamines. On rajoute dans la nutrition. T'as repris ta place. Ah ouais, j'ai changé ta place. Tu t'es peut-être un peu fait avoir. Ça, c'est la place du kiné, ça. Je pense qu'elle a attendu que ça après. Mais oui, c'est ça, grave. Tu viens de te lever, merci. Je reprends mon canapé. Ouais, tu peux pas déroger à ça? Non, je peux pas. Alors si je loupe une nuit, c'est pas très grave en soi. Ça va pas me tuer. La nutrition, je peux m'en passer une nuit. Enfin, je vais pas ressentir d'effet spécialement. L'hydratation, je vais tout de suite le ressentir parce que je vais tout de suite avoir la sensation de soif. Ouais. Tu sais, en bouche, machin. Par contre, là où je vais vraiment le sentir, ce qui je l'ai pas, c'est l'antidouleur et l'antinauséeux. Ça, je vais pas en mourir, mais ça va vite. Mais t'es au courant, quoi. Ouais, ça, je ressens très vite les effets. Donc,
En général, je ne loupe pas ça. Ça m'arrive des fois, tu vois, genre si j'ai un truc à faire et tout, justement de pas mettre la nutrition, voilà, parce que je pas envie de me trimballer avec un gros sac à dos, la pompe, machin. Mais par contre, non, les antidouleurs et l'antinauséeux, jamais, je m'en passe.